Bienvenue pour cette conférence numérique La musique comme enjeu d'inclusion sociale, une conférence créée pour la médiathèque du Grand Narbonne dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021 par Arnaud Duminil. Nous souhaitons ensemble, pendant une quarantaine de minutes, étudier comment la musique peut être un terrain d'enjeu d'inclusion sociale, non seulement de divertissement ou de spiritualité, comme dans la musique sacrée, mais bien un territoire politique, comme le terme même de musique veut d'ailleurs le dire. Si nous revenons à son étymologie, musique, l'art des muses, comme on peut les découvrir sur ce sarcophage romain du IIe siècle avant Jésus-Christ, musique renvoie à un terme indo-européen, donc un des termes de notre langue les plus primitifs, mus, ma, me, qui relève en fait de cette capacité, de ce pouvoir de révéler aux autres une pensée, c'est-à-dire de rendre public. Et musique, muse, musée, mystère sont de cette même origine, à savoir donc directement liés à l'acte même de penser et de transmettre sa pensée aux autres. D'ailleurs, cela a donné divers termes via le latin et le germanique, la bouche tout simplement, un Maus ou Mund, mais aussi le terme de loisir, Musse en allemand, permettre aussi, devoir, müssen, et en français ce terme d'amuser par la parole, qui initialement au Moyen-Âge voulait dire donner aux muses consacrées par la parole. Et c'est ainsi que la musique véritablement est située dans un territoire de lien entre différentes personnes, de lien social. Platon, dans le Péripoliteias, plus couramment nommé la République, à propos de la constitution de l'État-cité, qui est un dialogue durant un banquet entre Socrate et des marchands d'armes grecs, dont on voit ici un fragment de papyrus du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Platon, via Socrate, avait bien défini que la musique, dans son caractère sacré, donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Mais aussi dans son caractère politique, il déclare que si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique. La musique est au centre d'une politique des mœurs, et musique et mœurs partagent cette même étymologie. Nous l'allons étudier ensemble à travers 3 exemples du territoire languedocien large de façon générale, l'Occitanie, à travers notamment un Noël, un Nadal de Nicolas Saboli, nous sommes là au XVIIe siècle, puis à travers la musique de Théodat de Sévérac, qui est décédé en 1921, il y a 100 ans, et ensuite nous partagerons ensemble, via notre invité, un commentaire plus contemporain. Ce sera l'occasion de le présenter à ce moment-là. La musique comme enjeu d'inclusion sociale à travers différentes époques, différents arts musicaux, que ce soit la musique sacrée, la musique, disons, des salons bourgeois du début du XXe siècle et la musique contemporaine actuelle. Et nous allons voir à travers notre première partie que les Noëls, les Nadals de Nicolas Saboli, sont en réalité relèvent d'une musique plutôt dans son usage d'exclusion que dans son usage d'inclusion, comme on pourrait le penser, de chanter ensemble Noël, non pas la naissance simplement du Christ, mais véritablement une grande joie, une grande fête que de nos jours nous partageons tous. Nicolas Saboli a composé des Noëls que nous connaissons encore très très bien aujourd'hui, à l'époque au XVIIe siècle, en Avignon, en Comtat-Venessin, sous Louis XIV. Et l'un des plus célèbres Noëls de Nicolas Saboli, la Cambo me fai mao, que nous pouvons chanter quasiment de tête, la Cambo me fai mao, butto cero, je vous laisse continuer, mais vous voyez que cette ritournelle est très célèbre, nous met en joie, hein, c'est quand même un chant très très joyeux. La jambe me fait mal, mais la selle, la jambe me fait mal, mais la selle à mon cheval.
illustrant par là peut-être le fait que la personne qui est en train de nous parler a besoin de plus que de courage pour se mettre en marche vers Dieu. Gli appude gens che van in Roma faces, qui vont en pèlerinage. Il y a bien des gens qui vont à Bethléem. Voilà quelque chose qui pourrait nous paraître tout à fait anodin. On parle peut-être ici d'un pèlerinage symbolique, spirituel, se mettre en marche vers Dieu au jour de sa naissance, et puis le chanter de façon joyeuse à travers l'exemple, par exemple, d'un petit prêtre qui trouve ici une excuse, pour être un peu retors. Quand on lit le livret, par exemple, de différentes reprises, notamment par Bruno Bounour en 2007, dans un superbe album intitulé Noël baroque en Pays d'Oc, dans lequel on trouve également Nathalie Cordat, on nous dit tout simplement, voilà, des chants de la contre-réforme. Cela ne nous dit pas grand-chose peut-être, mais en réalité ce ne sont pas des chants très innocents que ces chants de Noël. Ce sont des chants d'un prêtre catholique qui veut les utiliser pour justement une lutte non seulement spirituelle, mais une lutte qui peut nous renvoyer à une idée que le pèlerinage à Bethléem s'oriente davantage vers une idée de croisade. Et là, on peut tout à fait honnêtement faire la comparaison avec des chants de croisade du Moyen-Âge, comme par exemple l'Uverstel Lavadour de Marc Cabru, qui nous dit il a fait près de nous un lavoir tel qu'il n'y en eut jamais, sinon outre-mer, là-bas, vers Josaphat, et c'est pour celui qui est près d'ici que je vous exhorte. Endelai debes Josaphas, et d'aquest essai vuscunurt. C'est-à-dire que nous sommes ici en présence d'un auteur du Moyen-Âge qui servait Aliénor d'Aquitaine à l'époque et qui, à Poitiers en 1149, est en train de rédiger un chant non pas pour la croisade en Terre Sainte vers Josaphat, non pas pour une croisade intérieure retrouver le lavoir du Christ, c'est-à-dire l'endroit, le Wadi Karar, où il a été baptisé, mais mener une croisade contre les musulmans d'Andalousie. Et vous voyez que ici on fait bien cette métonymie d'utiliser Bethléem, Josaphat pour symboliser le fait qu'il faut partir, se croiser, mener une lutte armée. Ce qui est exactement le cas de l'époque durant lesquelles Nicolas Sabolli en Avignon a composé ces chants de Noël, ces chants de la nativité, qui ici vont servir de support en réalité à une lutte tout à fait politique, tout à fait théologique, bien entendu, en même temps. C'est l'époque, bien entendu, de cette contre-réforme, comme on la nomme. Nous voyons par exemple un exemple d'architecture, de décor visuel, installé en la chapelle des Pénitents Noirs de Villefranche de Rouergue, vers 1709, un art vraiment ici non seulement de la théâtralité, mais du triomphe de l'Église catholique romaine. Pensez aux ouailles qui découvraient ainsi ce retable magnifique. On veut faire la même chose, bien entendu, à travers la musique, déjà au XVIe siècle, à travers des nonnes en Italie, et puis de plus en plus, bien entendu, directement vers le peuple lui-même, afin vraiment de réévangéliser un peuple qui est soumis à différentes protestations schismatiques, protestations spirituelles. Au XVIe siècle ont eu lieu les différents conciles de Trente, où ont été affirmés des dogmes très importants du culte catholique romain, la présence réelle de Dieu, la transsubstantation dans le sacrifice du pain et du vin, le culte des saints, le culte des reliques et les 7 sacrements. C'est une réforme du culte catholique qui vient ici prouver que ces éléments sont bien réellement dictés par Dieu, une vraie réforme catholique, alors que la réforme protestante, Luther, Calvin, Genève ensuite, eh bien, pas vraiment une réforme du culte catholique, mais un véritable schisme, si on pourrait s'exprimer ainsi. En tout cas, pour les réformés, ces dogmes ne comptent pour rien du tout. Et s'enclenche ainsi une guerre civile à partir de 1545 même, c'est-à-dire au début de ces conciles de l'Église papale, et ce que nous nommerons ensuite les guerres de religion, qui pourront atteindre une pause via l'édit de Nantes en 1598, mais qui en réalité continueront au siècle même de Nicolas Sabolli, au XVIIe siècle,
pour aboutir non seulement à la révocation de cet édit de Nantes sous Louis XIV en 1685, mais surtout aux guerres des Cévennes et du Vaunage, c'est-à-dire territoire autour d'Avignon, jusqu'en 1710, une véritable guerre civile qui dure, comme on peut le voir, qui s'étale tout au moins sur plus de 2 siècles. Un mouvement qui nous renvoie ici à la place des protestants dans le royaume de France durant la contre-réforme, notamment autour du comte Avenessin. Et voyez la large partie du Languedoc qui est dominée directement par ces protestants, qui en tout cas les accueillent. On voit que la Narbonnaise ici est décalée dans le parti catholique, alors que tout autour, ici, jusqu'au Vaunage, c'est-à-dire la partie entre Nîmes et le comte Avenessin, les Cévennes, le Béarn, la Navarre sont bien entendu directement impliqués dans la présence réformée, la présence protestante, contre laquelle les rois de France au XVIIe siècle vont lutter. Louis XIII mène une véritable croisade, Louis XIV une véritable campagne politique, comme nous le verrons ensuite. Et l'on peut vraiment utiliser ces termes de croisade, puisqu'ils ont été récupérés par le parti catholique à la même époque, notamment à travers des œuvres qui nous intéressent directement, comme l'histoire des comtes de Carcassonne, ou plutôt l'histoire des ducs de Narbonne en 1660, rédigée par Guillaume Bessé de Carcassonne, qui était en fait l'avocat de l'archevêque de Narbonne de l'époque, François Fouquet, le frère de Nicolas Fouquet, qui sera ensuite incarcéré par Louis XIV, des ouvrages dans lesquels non seulement il veut prouver que François Fouquet est bien le digne héritier de ses ancêtres et le véritable duc de Narbonne tout en étant l'archevêque, mais qui prouve aussi les affiliations entre les huguenots, les réformés, les protestants, et les cathares, c'est-à-dire entre la croisade du XIIIe siècle et les luttes du XVIIe siècle. Et les luttes, il y en a eu, notamment en Narbonnaise, quand on pense par exemple à l'arrestation de 5 mars en 1642, qui avait essayé donc de faire sécession, tout au moins d'amener le roi d'Espagne à la place du roi de France en Languedoc, et 10 ans auparavant, en 1632, le gouverneur du Languedoc lui-même va perdre la tête à Carcassonne, Henri de Montmorency, qui lui aussi avait essayé de nouer des liens avec les rois d'Espagne contre le roi de France. Donc on est vraiment dans une époque d'incertitude, de sédition, de maladie, de peste, de ravage, vraiment un XVIIe siècle dans lequel on souffre. Et c'est ainsi que Louis XIII et Louis XIV apparaissent véritablement comme des sauveurs, notamment du catholicisme. Louis XIV extirpant l'hérésie, la révocation de l'édit de Nantes, comme on peut le voir sur cette huile présente au château de Versailles, voilà vraiment la lumière triomphante. Et la musique que l'on voit juste derrière Louis XIV, oui, véritable monarque romain, avec tout ce marbre vert qui l'entoure, véritablement magnifique, et bien la musique est ici un des piliers sur lesquels, à travers les arts, on va pouvoir asseoir une politique vraiment de lutte, non seulement spirituelle, mais surtout politique. Nicolas Saboly, c'est un prêtre, un défenseur de la papauté. Lui, va pouvoir faire son œuvre dans un comte avenessin qui est devenu territoire papal justement à travers la croisade contre les cathares. En 1229, vient l'Adit de Meaux, le concile de Toulouse. C'est vraiment le triomphe de la papauté en Languedoc au XIIIe siècle. Nicolas Saboly est né dans ce territoire papal en 1614 dans une famille de pastoureaux, peut-être de riches marchands comme on pourrait le dire, et il va étudier auprès des jésuites de Carpentras, à l'époque dominé par un prélat du nom d'Athanasius Kircher, qui est vraiment à nommer comme l'un des plus grands esprits de ce XVIIe siècle. Écolier de l'université d'Avignon, maîtrisien, c'est-à-dire membre de la maîtrise de la chapelle d'Avignon, à une époque où de grands compositeurs comme Sovairi Intermet ou Annibal Cantes sont présents, ordonné prêtre, maître de chapelle à Carpentras, Arles, Aix-en-Provence, Nîmes, Avignon, lors du passage de Louis XIV en Languedoc. Ça nous fait penser à André Campra, par exemple, à Arles. Il est maître de chapelle, en réalité, à l'époque de la rédaction de ces Noëls, de Saint-Pierre d'Avignon, la plus populeuse des 7 paroisses. C'est là qu'il a choisi de rédiger ses chants de Noël à l'attention en fait du peuple d'Avignon.
Et à cette même époque, eh bien, quand ces Noëls deviennent tout à fait célèbres, c'est l'occasion, bien entendu, pour Louis XIV de lutter âprement contre les protestants. Les premières dragonnades, très célèbres, bien entendu, pour leur conversion forcée de protestants. Mais dès 1685, c'est-à-dire une fois que l'édit de Nantes, qui accordait donc cette liberté de culte aux protestants dans des domaines bien définis, eh bien, va être révoqué, ce sont les premiers bûchers de prophètes, c'est-à-dire surtout des massacres d'enfants qu'on nomme alors convulsionnaires, soupirants, qu'on dit complètement possédés, non pas par le Saint-Esprit, mais par le diable. C'est une véritable guerre civile qui va avoir lieu dans les Cévennes et le Vaunage, donc dans le Gard actuel, et qui représente une menace pour Avignon. C'est l'époque donc de ces camisards, du terme camiso, la chemise, camins, les chemins, faire une camisade voulait dire à l'époque donc faire une embuscade. Il y avait aussi les camisards blancs, c'est-à-dire des catholiques, des royalistes. Tout cela, en fait, ce terme de guerre renvoie plutôt en réalité à une minoration, une litote. À la même époque, bien entendu, les conflits entre l'Espagne et la France reprennent de plus belle. Tout cela ne s'est pas achevé en 1659. Et les camisards, c'est-à-dire donc les protestants du Languedoc qui vont être chassés, vont rejoindre le roi d'Espagne et surtout les Anglais protestants, anglicans, pour lutter contre la France. Et vous voyez que bien entendu, là, c'est quelque chose de plus international. En 1705 a eu lieu le premier bûcher officiel. Avant, c'était des bûchers arbitraires, c'est-à-dire les capitaines de ces dragonnades brûlés sans vergogne. Là, c'est un bûcher officiel qui est ordonné à Nîmes, disons, un tribunal papal instruit en 2 heures qui va brûler vif un chef camisard et qui nous rappelle bien entendu les heures les plus sombres du XIIIe siècle. Et c'est tout à fait honnêtement que nous pouvons faire des parallélismes entre cette croisade du XVIIe siècle, la guerre des Cévennes, et la croisade du XIIIe siècle, parce que cette guerre des Cévennes, commencée en 1701, a en fait été initiée par un assassinat, l'assassinat du légat pontifical, c'est-à-dire du représentant du pape, dans ces territoires des Cévennes, François Langlade de Chella, qui avait été missionnaire en Siam, c'est-à-dire vraiment un ardent défenseur du catholicisme. Il est assassiné, tout comme Pierre de Castelnau, moine de Fontfroide, légat pontifical, avait été assassiné en 1208, ce qui a provoqué la croisade contre les Albigeois. D'ailleurs, on peut vraiment parler de croisade tout à fait honnêtement, puisque cette guerre des Cévennes du XVIIe siècle est intronisée par une bulle pontificale, 1er mai 1702, une bulle d'indulgence plénière, c'est-à-dire tout comme durant toutes les croisades du Moyen Âge et encore jusqu'au XVIe siècle, eh bien on va accorder l'indulgence plénière à tous ceux qui tueront, par exemple des protestants, des camisards. Clément XI, le pape, n'hésite pas à utiliser les termes de race maudite, tout comme Innocent III, en 1208, avait fait donc écrire ces termes: appliquez-vous à détruire l'hérésie par tous les moyens que Dieu vous inspirera. Si on revient au texte de Nicolas Saboli, ce Rumavace, ce Bethléem, on voit bien que ce sont des termes guerriers et que pour les gens de l'époque, tout cela bien entendu est tout à fait évident, notamment en Avignon, le bastion bien entendu le plus catholique qui soit, et qui accueille cependant des protestants dans son territoire, notamment et également des juifs. À la même époque, les synagogues de Carpentras encore actuellement très actives. Quand les nouées de San Pierre sont imprimées en 1668, vont s'en suivre de nombreuses rééditions. Que sont ces nouées de San Pierre? Ce sont 80 nadals, dont 11 airs originaux. Et là, on pouvait vraiment parler de Nicolas Saboli comme une espèce de nouveau troubard, troubadour, nouveau trouveur d'airs. Il utilise d'autres airs, surtout des airs de Noël français, des airs de cour, des airs d'opéra, notamment de Lully, c'est-à-dire vraiment qu'il ici s'intronise dans la musique du XVIIe siècle, dans cette atmosphère bien entendu pro-française, pro-catholique. On est vraiment dans cette tradition, dans ces Noëls de Nicolas Saboli, du beau chant franco-italien, comme on l'avait à l'époque dans les leçons de ténèbres par exemple, les chants
de la semaine sainte de nuit. Tradition, on reprend ici une tradition du mystère médiéval, de la pastourelle, c'est-à-dire qu'à travers des personnages simples, on va vouloir atteindre des gens simples, mais qui comprennent très très bien qu'ici il s'agit de lutte, tout en reprenant la langue vernaculaire d'Avignon d'ailleurs. On va utiliser la langue des personnes, au lieu de chanter en latin ou en français, on va chanter dans la langue d'Avignon, afin d'atteindre le plus simplement possible les personnes. On est là dans une dévotion populaire, de chants très très en fait ancrés dans leur quotidienneté, tout comme les Huguenots d'ailleurs l'avaient fait à travers les traductions des psaumes par exemple, par Clément Marot. En réalité, chanter l'Io Prudengens, la Cambo me fai Mao, de nos jours cela nous paraît tout à fait innocent, mais au XVIIe siècle, c'était vraiment chanté donc dans cette atmosphère de lutte entre catholiques et protestants. C'est pour cela que Nicolas Saboli aura une grande postérité, non seulement populaire, c'est-à-dire on peut très bien chanter les Noëls de Saboli sans être du tout dans cette atmosphère-là, mais par exemple, dans le Félibrige, on comprend très bien ce qu'il a voulu faire. Peut-être pas Frédéric Mistral en 1865, dans sa préface, il ne le souligne pas vraiment, mais des ultra-catholiques comme Roumanie, par exemple, en 1865 et jusqu'en 1887, plusieurs rééditions des Noëls de Saboli et de Roumanie lui-même. Là, on comprend très bien cet ancrage vraiment très très, non seulement royaliste pour Roumanie, mais vraiment ultramontain, pro-papiste. L'hymne du Félibrige, Le Cupo Santo, a d'ailleurs été prétendument attribué à l'utilisation d'un Noël de Saboli. Bon, de nos jours, ça n'apparaît plus vrai, mais à l'époque peut-être qu'on l'a cru. Et c'est pour ça que ce buste de Saboli que nous voyons depuis le début est un buste qui a été sculpté par un membre du Félibrige, le sculpteur Ami. C'est-à-dire qu'on est là au XIXe siècle, dans ce Félibrige plutôt catholique, c'est-à-dire vraiment ce Félibrige de lutte donc pour le clergé, aussi pour l'instauration d'une langue régionale comme support d'idées politiques, dans une reprise d'airs populaires par des mouvances régionalistes, mais en fait surtout des mouvances cléricales. Et là, vous voyez le lien très très fort entre culture et politique, à travers l'utilisation de simples chants de Noël. Et que le but pour Nicolas Saboli n'était surtout pas d'inclure, c'est-à-dire ceux pour qui ces Noëls avaient été composés, mais surtout d'exclure les protestants, c'est-à-dire de lutter contre eux, tout comme pour Roumanie, c'était bien sûr aussi le moyen d'inclure dans un mouvement Félibrige qui pour lui était tout à fait politique. Cependant, le Félibrige, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que cela, et ses répercussions au XXe siècle vont nous amener à étudier la figure de Déodat de Sévérac, dont nous célébrons le centenaire du décès cette année. À travers Déodat de Sévérac, nous allons pouvoir vraiment approcher de façon contextuelle une idée d'un régionalisme méditerranéen au début du XXe siècle qui va utiliser la musique comme support. Et comme on peut d'ailleurs voir ici cette mise en scène de Déodat de Sévérac par lui-même, en habit typique du lauragais, vous voyez, avec la jaquette, avec les braies, comme on pourrait le dire en français, et surtout avec cette coiffe, ce bonnet, disons, populaire, qui nous rappelle aussi la barretine des Catalans comme Salvador Dali la portait, par exemple. On est vraiment dans cette époque où les artistes vont vouloir s'ancrer, eux aussi, dans une réalité, mais l'on va pouvoir découvrir à travers Déodat de Sévérac un combat plutôt sympathique. Tout d'abord, cela s'oriente dans la lutte contre la centralisation de l'utilisation de la musique, c'est-à-dire de la culture en général, par le gouvernement français. Il va, en 1907, émettre une thèse dans le Courrier musical, donc destination des lecteurs parisiens et des provinces, et dans ce texte, La centralisation et les petites chapelles musicales, il déclare que la musique française actuelle est aux prises, comme toutes les autres branches de l'art, avec un ennemi redoutable, la centralisation. Cet ennemi, qui risque d'entraver l'essor de quelques rares isolés, est parvenu aujourd'hui à l'apogée de sa puissance.
La meilleure façon de convaincre les simples et les hésitants serait, à notre avis, de se décentraliser soi-même. L'exemple d'un Mistral, d'un Cézanne ou d'un Francis Jammes est d'un effet autrement puissant que les plus éloquentes théories. Les musiciens actuels sont, à part quelques très rares exceptions, la proie de cet ennemi, et, pour si éloignés qu'ils soient en apparence les uns des autres, par des procédés de composition, ils sont tous plus ou moins ses victimes bénévoles. Ils font de la musique de Paris, et pour Paris. Ils s'écartent ainsi progressivement et de plus en plus du génie propre aux diverses provinces françaises où ils sont nés. À toutes les belles époques d'art, les œuvres ont été non pas seulement l'expression d'un individu isolé dans une contrée déterminée, mais la synthèse même de l'âme de cette contrée. Et là, Déodat de Sévérac va faire un choix. Lui était monté à Paris à partir de 1896, était natif du Lauragais, avait fait ses études à Toulouse, et en 1896, il va rejoindre la Schola Cantorum de Paris, c'est-à-dire une école de musique opposée au conservatoire officiel, opposée à d'autres écoles comme l'école Niedermayer, qui reprend le nom de la chapelle papale d'Avignon, la Schola Cantorum, hein, par exemple, où Nicolas Saboli aurait pu œuvrer, par exemple, en son temps. Cette Schola Cantorum, fondée par Vincent d'Indy notamment, Charles Laborde, un prêtre également, en faisait partie, puis Guillemant également. Tous ces personnages sont orientés autour d'une idée que la musique peut être utilisée pour une lutte non seulement spirituelle, mais aussi une lutte politique. Sauf que Déodat de Sévérac, au contraire de tous les autres musiciens membres de cette Schola Cantorum, va choisir de quitter Paris pour revenir chez lui. C'est un acte fort qui n'est pas seulement un acte artistique, mais un acte politique. Pour lui, il n'y a pas de séparation entre musique savante et musique régionale. Pas de séparation entre la musique du peuple et la musique des élites. Il n'y a qu'une seule musique, une musique à dimension universelle, une inspiration libre, ancrée dans la musique populaire, la chanson et la danse. Et c'est ainsi qu'il a toujours orienté son œuvre. Par exemple, avant ce choix de quitter Paris, il va composer Le Vent d'Autan, une magnifique petite pièce pour piano, un poème musical intitulé Le Chant de la Terre, une suite intitulée initialement Loin des villes, Occitanie, et puis qu'il renommera En Languedoc, et qui nous renvoie tout à fait, par leur nom, à des volontés ici d'enracinement pour une personne qui s'était déracinée. Surtout à travers un opéra qu'il va se rendre célèbre, un opéra en costume, en français, pas encore en occitan, qu'il va, disons, composer pour les plus grands salons de Paris, hein, pour les Godebski, etc., etc. Et c'est vraiment à partir de cela qu'il va se dire qu'il y a un choix à faire. Alors, il continuera, hein, créé pour Paris, notamment en 1912, il rédigera la musique d'un ballet russe sur une tragédie de Verhaeren, hein, Hélène de Sparte. Ça ne l'empêche pas, bien sûr, de vouloir œuvrer pour tout le monde. Et justement, c'est sa volonté que la musique soit à dimension universelle et refuser de se faire utiliser par les autres. C'est ainsi qu'il va quitter Paris pour s'installer en Languedoc et en Roussillon, c'est-à-dire à Saint-Félix-le-Lauragais de Caraman, d'où il était natif, ainsi qu'à Céret, où il va là bien côtoyer les plus grands noms de l'art de l'époque, hein, Picasso, Manolo, Haviland, et il va faire le choix notamment de composer à cette époque en langue, c'est-à-dire eh bien, en occitan et en catalan, ses premières œuvres, Flour d'Occitanio, poème de Prosper Estiu, mis en musique, dont il va rédiger les textes, dont il va utiliser des textes en occitan, mais sera forcé de les faire traduire en français et en anglais pour que cela soit publié. Je vous montrerai juste après. Cerdagna, El Cant de Vallespir sont ses œuvres les plus connues au niveau catalan. Des opéras, il va poursuivre cette volonté de composer des œuvres grand public, c'est-à-dire avec de nombreux choristes, des danseurs, et un des premiers opéras qu'il va faire, donc jouer en Languedoc, Héliogabale, du nom donc de cet empereur pour qui le dieu Hélios, le dieu du soleil, était le dieu unique, un thème quand même assez
singulier. Héliogabale, un opéra sur un livret d'un régionaliste, Émile Sicard, qui va triompher en 1911 aux arènes de Béziers et dans lequel Déodat de Sévérac va faire jouer une cobla catalane, c'est-à-dire des instrumentistes formant une formation catalane typique des sardanes, des fêtes catalanes par exemple, accompagné de 60 danseurs. C'est un ballet mime accompagné des plus grands danseurs, des plus grandes étoiles de l'époque, des plus grands chanteurs, Édouard de Max par exemple. À Coursan, en 1913, 2 ans plus tard, et là ça nous intéresse pour la Narbonnaise bien entendu, sera donné La Fille de la Terre, un opéra sur sur un livret du même régionaliste, Émile Sicard. Il composera ensuite après-guerre un opéra intitulé Le Roi Pinard sur un livret d'Albert Beauzile, donc le maître de Charles Trenet, qui semble avoir été perdu et qui a été recréé en 92 et cette année 2021. Un opéra en français pour les poilus de la guerre. Vous voyez, ça ne l'empêche pas d'utiliser le français dans ses œuvres, bien entendu. Et si on souhaite écouter quelque chose de lui, Le Vent d'Autan, c'est une petite pièce tout à fait magnifique. On peut aussi rechercher l'invocation à Schumann dans le recueil En vacances, mais surtout en 1919, Sous les lauriers roses, soir de carnaval sur la côte catalane, est véritablement un bijou, un chef-d'œuvre qui résume tout à fait sa philosophie, c'est-à-dire inclure par la musique. Et quand je vous montre par exemple la publication de ses œuvres, ici les chansons de Prosper Estiot, la chanson pour le petit cheval, et qu'il a dû accepter de les faire publier, non pas en occitan, mais en français et en anglais, vous voyez qu'il y avait bien entendu de quoi lutter. Alors un personnage tout à fait intéressant pour notre territoire, la Narbonnaise. Vous voyez cette photographie 1913 à Coursan, La Fille de la Terre. Vous voyez comment cela pouvait se représenter dans l'actuel parc, formé alors comme un théâtre de la nature. Tout le monde avec son petit chapeau, bien habillé, qui accède ici à une scène très très simple, avec des personnes en habits plutôt populaires, bien entendu, et on donne ainsi un opéra en plein air, ce qui est aussi un acte de lutte. Nous le verrons. Déodat de Sévérac, c'est aussi une longue amitié avec Fontfroide. En 1892 ou 91, il y fait une retraite, alors qu'à l'époque les cisterciens de l'Immaculée Conception l'occupent, parce que Déodat de Sévérac, ce n'est pas seulement un compositeur de salon ou d'opéra, c'est surtout un compositeur de musique sacrée, pour harmonium, pour orgue, de musique également de messe, par exemple comment dirais-je, une marche nuptiale, comme Wagner en avait composé une dans Lohengrin, par exemple. Et autant il a connu Fontfroide peuplé de ces cisterciens, desquels peut-être il était proche du fait de son lien très catholique avec son art, autant il a très apprécié le fait que Gustave Fayet ait racheté Fontfroide en 1908. C'était un de ses commilitones, un de ses collègues dans l'abbaye école de Sorèze, qui était à l'époque dirigée par les dominicains du père Lacordaire, c'est-à-dire vraiment des républicains de l'évangile, comme on les appelait. Il côtoie l'intelligentsia languedocienne et catalane. C'est un ami de Ricardo Bignès, un des plus grands pianistes de l'époque, qui a été professeur d'Yves Nat de Béziers, qui était lui-même professeur de Jean-Bernard Pommier. Et il est tout à fait cocasse de visiter Fontfroide de nos jours, et en 1908, une fois qu'elle a été commencée d'être décorée par Gustave Fayet, notamment avec la cheminée qu'on peut voir dans l'actuel réfectoire des Convers, qui est la cheminée du château de la Grange-aux-Prés de Pézenas, qui appartenait à cet Henri de Montmorency, décapité en 1632, qui était surtout en fait un mécène de l'indépendance, peut-être du Languedoc, en tout cas de l'indépendance de César. C'était le plus grand mécène, par exemple, du nouveau troubadour, du poète Peyric Goudouli. Donc on voit ici un ancrage très très fort avec son territoire languedocien, notamment la Narbonnaise. C'est ce que souhaite souligner Déodat de Sévérac à travers son action politique. Lui, de façon très contextuelle, va passer du plein chant, c'est-à-dire du chant grégorien qu'on étudie à la Schola Cantorum, vers le plein ciel, c'est-à-dire retourner vers les grands espaces et surtout vers les grands publics non enfermés. Quand la crise des vignerons atteint le Languedoc en 1907,
C'est la même année donc qu'il va choisir de quitter Paris, de quitter la Schola Cantorum, de s'éloigner du plein champ, d'arrêter de vouloir faire comme les autres. Et à la même époque, un sociologue de la nouvelle école des hautes études sociales qui venait d'être créée, Romain Rolland en faisait partie, Combarieux disait que dans cette musique nouvelle, où le problème était de concilier la multiplicité avec l'unité, l'imitation est devenue la loi générale de la composition. Et c'est cette loi de l'imitation qui donc a été théorisée à Paris à la même époque que Séverac va choisir donc de refuser. C'est ainsi qu'il va surtout retourner vers des idées de territoire, de terroir, mais de vérité surtout, en faisant aussi du salon, en faisant aussi de la guinguette, comme par exemple utilisant des vieilles chansons de France pour Yvette Guilbert. Il veut retrouver vraiment la fonction sociale, politique de la musique et pratiquer le concert non pas en érudit, non pas en historique, mais vraiment en tant que citoyen. Et c'est ainsi qu'on va vouloir s'acheminer vers ces idées d'opéra en plein air, dans une idée en fait très Wagner de l'utilisation de la musique. Chez Wagner, la musique, le caractère premier du chant, relève en fait de l'idée du génie social, en allemand le Volksgeist. Et quand on joue Lohengrin à Toulouse en 1890 avec la marche nuptiale, c'est tout à fait l'idée dans laquelle ensuite Séverac composera ses opéras, comme Le Chœur du Moulin, qui est en fait basé sur un leitmotiv collecté dans une chanson populaire par Charles Borde, la chanson de Jacques, en dessous de Jacquemet. Et à la même époque, Vincent Dadi, donc le fondateur de la Schola Cantorum, avait dans sa symphonie Cévenol en fait utilisé des thèmes, des leitmotivs du Parsifal de Wagner. On souhaite ici, à travers la musique, combattre la décadence par les sources du sang et du soleil, véritablement, et faire en réalité des imitations des grandes fêtes de Bayreuth à laquelle on se dirige en pèlerin, et ça on peut le relire notamment à travers le pèlerinage de Gustave Fayet, de Mathilde Belot de Salles, qui a été réédité récemment à Béziers par la librairie du Chameau. En fait, on veut ici introniser une véritable communion du particulier dans le général, anti-snob, un festival populaire en plein air, face au concert bourgeois enfermé et snob, et ainsi donc de cette veine des arènes de tauromachie, de spectacles lyriques comme Castelbon de Bozotte l'avait initié à Béziers. On veut, à travers une certaine idée de la romanité, de ces tauroctonies, donc de ces sacrifices de taureaux et de ces tragos et comos, c'est-à-dire les processions bachiques qui ont donné les tragédies et comédies actuellement encore utilisées, retrouver vraiment cet aspect social de la musique. Et c'est ainsi le triomphe en 1909 à Arles du Mireio de Gounod, basé sur donc la chanson de geste de Mistral qui avait été célébrée par le prix Nobel en 1904, et c'est ainsi le triomphe à Béziers, non seulement de Camille Saint-Saëns en 1898, non seulement de Jean Jaurès en 1905, et d'une certaine idée du socialisme, mais surtout en 1911 d'Héliogabal, dont nous parlions précédemment, de Déodat, de Séverac, et ce sont de grandes fêtes, que ces fêtes des arènes de Béziers, ces fêtes du mois d'août, accompagnées de l'animal totémique, le loup camel, et de différentes manifestations artistiques, dont par exemple à l'époque un concert d'Yves Nat, le grand pianiste. C'est véritablement un penseur citoyen qu'il faut voir en Déodat de Séverac, qui en 1907 signe une thèse de rupture avec le centralisme parisien, alors qu'à la même époque les vignerons du Languedoc entrent en crise. Il devient élu de Villefranche de Lauragais avec Henri Auriol, qui sera ensuite député, en tant que régionaliste, contre les radicaux de gauche, qui eux soutenaient Clémenceau, qui va faire tirer sur les vignerons du Languedoc. Et vraiment donc cette volonté de s'ancrer dans la réalité sociale, en fait. C'est ainsi qu'en 1913, quand sa fille naît à Béziers, il va la nommer Magali, du nom d'une des héroïnes du Mireio de Mistral, prix Nobel en 1904, et qui devient la filleule même de Frédéric Mistral, qui décède, lui, en 1914. En août 14, Séverac est mobilisé, comme tout le monde, et il va subir, en tant qu'Occitan, la grande crise sociale qui va apparaître à l'époque autour d'une
légende liée au 15e corps d'armée de Marseille, qui aurait reculé face à l'ennemi dans les premières batailles au niveau des frontières avec la Belgique et qui aurait aussi permis aux Allemands de rentrer en France. Ce que Jean-Yves Le Naour a étudié dans La légende noire des soldats du Midi, par exemple, et surtout ce qu'on peut relire à travers les lettres de guerre d'Occitans, comme Louis Beaufils, fait libre, qui avait vécu ce fait que, en Lorraine, les gens lui avaient dit que les Prussiens valent mieux que vous. Et c'est ainsi que dans les journaux de l'époque, juste avant la guerre et pendant la guerre, on parle d'enjuivement du Midi. On dit que le Midi est totalement perverti par le socialisme, par exemple. Vous voyez Jean Jaurès en 1905 à Béziers, ce que cela peut provoquer. Tout cela, il faut le subir. Et surtout, eh bien, Déodat Séverac va choisir de lutter contre. C'est ainsi qu'en 1919, au lieu de célébrer Pétain, eh bien, il va aller célébrer Joffre à Barcelone, lui qui était natif de Rivesaltes, et Séverac en sera le représentant officiel du Languedoc. Il va choisir donc vraiment de tourner le dos et de vouloir se réinclure autrement, pensant eh bien, que la musique officielle de l'époque n'incluait personne en réalité. C'est ainsi qu'il va devenir un des membres fondateurs de la Ligue O, Occitanie-Catalogne, devenu en 1945 l'Institut d'études occitanes, avec Camille Soula, avec Antonin Perbosc, avec Joseph Canteloube, c'est-à-dire avec des grands noms du régionalisme de l'époque. Déodat Séverac, quand on l'étudie scientifiquement, comme on peut le voir à l'écran, chez Yankelevitch, mais aussi au niveau du premier festival de 1994 qui est placé sous l'égide de Félix Marcel Castan, grand occitaniste, eh bien, autant dans sa biographie de 2001 que dans les colloques de 2009, les approches de 2016 ou encore le colloque de 2021 cette année à Toulouse, eh bien toujours on le présente comme un régionaliste, un engagé pour le régionalisme, pour le soleil méditerranéen. Je vous envoie d'ailleurs à aller découvrir l'exposition numérique de la bibliothèque de Toulouse sur ce fait. Pour moi, cependant, on peut penser vraiment que Déodat Séverac est un acteur de la citoyenneté française. Il est vraiment dans cette mouvance où on se débat entre plusieurs idées de l'identité de soi, entre Maurice Barrès par exemple, Charles Maurras, pour qui les Juifs, dans leur doctrine, sont soit un génie, soit une plaie. Et pour l'Occitan qu'était Maurras, vous voyez que c'était plutôt une plaie. Vous voyez vraiment des personnes qui, ici, avaient des idées très tranchées. Maurice Barrès, lui, pensait, en tant qu'académicien, eh bien qu'il fallait retourner à un moi républicain, célébrer la terre et les morts, aussi dans une idée très catholique, bien sûr, de la mort. Pour Maurras, c'est la romanité qu'il faut atteindre à nouveau, contre les francs-maçons, contre les protestants, contre les métèques, contre les juifs, et surtout une grande idée du royalisme, quel Déodat de Séverac, héritier d'une grande famille dont la lignée remonte au XIe siècle, bien entendu, aura pu se retrouver. Mais il faut aussi citer d'autres penseurs de la citoyenneté comme Xavier de Ricard, un membre du Félibril rouge, comme on disait à l'époque, un ami d'Ernest Féroul. Et c'est-à-dire que vraiment cette idée de république, de respublica, de politique, eh bien, la musique va y jouer un très grand rôle. Et c'est ainsi que Déodat de Séverac s'est érigé une mythologie romane au service de l'action. Il adorait Raymond de Miraval, le troubadour des contes Raymond de Toulouse, et dans sa thèse de 1907, il constatait au début du XXe siècle exactement ce qu'on aurait pu constater au XIIIe siècle, en disant « Pauvre Midi ensoleillé, pauvre cité des Raymonds qui s'éveillait jadis au son amoureux des luttes des troubadours. Il me paraît difficile de donner une preuve plus convaincante de l'action néfaste et anti-régionaliste de l'art officiel qu'en démasquant les ravages qu'il a causés dans cette ville. Nulle part peut-être l'antagonisme entre la beauté naturelle, traditionnelle, et l'idéal factice du Paris actuel n'apparaît plus évident. » Et vous voyez que ici, la comparaison est tout à fait forte, telle qu'on a pu le découvrir aussi avec Nicolas Saboli, la réutilisation du Moyen-Âge dans une idée très très politique, notamment ce Moyen-Âge du XIIIe siècle, très vif d'antagonisme entre le Midi,
le sud, la Méditerranée, et les forces franques, les forces du nord. Vraiment, on évolue dans cette idée que Tissao pi Pyrénéou et la ma dins lama trobaire auburendung l'ouviei par la rouma. C'est-à-dire, comme Mistral le disait, qu'il faut vraiment redécouvrir, relever le vieux parler roman. Et vous voyez que l'usage de la langue occitane, tant chez Frédéric Mistral que chez Déodat de Sévérac, n'est pas lié forcément à une politique cléricale, une politique royaliste, surtout une politique sociale, d'où les compositions en langue occitane qu'il a dû accepter de voir publiées en français et en anglais. C'est quelque chose de tout à fait fort. Dans notre héritage actuel, Max Rouquette, le grand écrivain, philosophe, va en 1952 dire que il y a dans ce rapide retour de Déodat vers sa terre, 1907, dans cette joie explosive exprimée en tant de lettres, dès qu'il retrouve les horizons de son pays, il y a dans cette tendresse émue et souriante, dans cette façon de respirer enfin, comme si en nul autre lieu il n'était possible de vivre, quelque chose de très sensible aux jeunes générations d'aujourd'hui. Nous y décelons une exigence de plus en plus commune à de jeunes hommes d'oc et qui représente le test le plus fidèle des tendances qui nous rassemblent. Et vous voyez que cet héritage de Déodat de Sévérac, eh bien, nous oriente tout à fait vers une action, en fait, de la musique dans un territoire d'inclusion sociale. Qui inclure? Comment inclure? De façon officielle, de façon, bien entendu, disons, contre-pouvoir. Nous sommes ici avec une théorisation de la musique en tant que phénomène politique qui, tant au XVIIe siècle chez Savolli qu'au début du XXe siècle chez Sévérac, eh bien, est porteur, disons, de choix de vie. Et Sévérac, lui, avait choisi de quitter, de tourner le dos et de revenir chez lui. Jean-Jacques Cuben, qui dirige le festival Déodat de Sévérac, lui-même grand baryton, en 2009, écrivait, lors du colloque de Sorèze, « Pour Paris, il ne faut pas s'en étonner, Sévérac n'est en fait qu'un musicien parmi d'autres, dans une époque où la musique française abondait en talents exceptionnels. De plus, Sévérac, alors qu'il y était reconnu, avait tourné clairement le dos à la capitale. C'est donc bien dans un contexte culturel différent de Paris que l'œuvre de Sévérac prend sa vraie dimension. Ces hommages révèlent l'extraordinaire richesse et la qualité des réseaux intellectuels qui animaient la vie culturelle du Midi et en faisaient pour peu d'années encore un contre-pouvoir intellectuel identitaire face à l'hégémonisme parisien. L'intelligentsia méridionale d'alors regardait encore vers le sud et osait exprimer un mode de pensée original. Les milieux intellectuels régionaux d'aujourd'hui en apparaissent d'autant plus impuissants à affirmer leurs différences, enfermés qu'ils sont dans leur conformisme au modèle unique parisien et plus largement international dont ils ne sont que les relais locaux. La thèse de Sévérac n'en apparaît que plus actuelle. Et c'est ainsi que, face à cette déclaration de Jean-Jacques Cuben, qui peut nous apparaître vraie sous certaines formes, eh bien nous allons pouvoir laisser la parole à notre invité, laisser le soin de se présenter lui-même. Bonjour, je m'appelle Rodine, c'est mon prénom, c'est aussi mon nom de scène. Je suis poète, musicien, chanteur, rappeur, graphiste aussi parfois. Je travaille sur la poésie en occitan, donc je suis auteur, et la poésie dans ses déclinaisons, c'est-à-dire que je considère que l'expression poétique n'est pas uniquement cantonnée à la forme littéraire, mais qu'elle peut se retrouver dans plein d'autres formes que j'aime bien explorer. Donc principalement la musique, mais aussi des formes visuelles. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans un groupe de polyphonie en occitan qui vient de Marseille, qui s'appelle Loucoire de la Plane, avec lequel j'ai enregistré 3 disques et fait plus d'un millier de concerts dans 35 pays, je crois.
Voilà, je vis à Montpellier, mais je suis de Marseille. Et néanmoins, je ne suis pas né en France, je suis né en Allemagne et j'ai grandi au Maroc, en Égypte et au Liban. J'ai sorti mon premier album solo en février de cette année, dont sont issus 2 premiers singles dont on a fait des clips avec mon ami réalisateur Amik Bedel, qui est un Toulousain qui travaille depuis longtemps, à la fois sur de la fiction, mais aussi sur de la vidéo ethnologique, puisqu'il a fait énormément de collectage en occitan depuis très longtemps. Il est aussi réalisateur de l'émission Viral Pays qui passe sur France 3 et dont j'ai composé l'habillage sonore depuis plusieurs années. Voilà, donc ce disque est sorti, c'est un disque qui s'appelle Pantaiclus, qui est un disque de hip-hop alternatif, qui a été produit par mon label, Pantai Records, que j'ai monté. Donc je suis producteur de ce disque, mais il est sorti également sur un label américain qui s'appelle Fake 4, qui ont assuré l'édition et la distribution de la version vinyle. J'ai choisi de m'exprimer uniquement en occitan, quand d'autres groupes qui m'ont précédé, comme Massilia ou Manresque par exemple, ont fait le parti pris du bilinguisme. C'est effectivement un choix et un engagement qui peut être perçu comme radical, en tout cas qui me complique souvent la vie en France, puisque la question de la compréhension, elle est souvent mise en avant, et d'autant plus quand c'est une musique comme le rap qui est perçue comme une musique à texte, et donc à texte qu'on doit comprendre et qu'on veut comprendre et qu'on doit comprendre de manière instantanée. Effectivement, ça rend la chose compliquée quand on n'est pas locuteur de la langue que j'utilise, forcément. Même si je fais énormément d'efforts de pédagogie dans tout ce qui est support vidéo, il y a toujours des sous-titres en français et en anglais au minimum. Après, la place, s'il y a un engagement dans ma musique, ça va être sur la place de la langue, mais c'est pas prépondérant dans ce disque. C'est avant tout un disque qui parle d'amour et de choses intimes, peut-être plus de mort, mais la langue est toujours présente en filigrane. Je fais beaucoup d'allers-retours, puisque c'est les formes actuelles du rap qui sont issues du freestyle, c'est-à-dire de morceaux improvisés à la base qui n'ont pas de thématique spécifique et qui permettent de passer d'un traitement thématique à un autre très rapidement. Cette forme-là que j'utilise, même si mes morceaux ont des titres et peuvent être résumés selon des thématiques évidemment, mais je fais énormément de digressions et je passe, par exemple, dans pas mal de morceaux, je passe d'une adresse à l'autre, qui serait l'autre féminin, l'autre aimé, à une adresse à la langue, à une personnification de la langue, où je parle de la langue à l'autre. Voilà, c'est comme si on était dans une relation tripartite dont la langue ferait partie. Et en tout cas, voilà, je dis à l'autre que je vois ma langue disparaître, par exemple. Enfin, effectivement, il y a un engagement, mais c'est pas. Je pense pas que voilà que ma musique soit fondamentalement engagée. Par contre, mon positionnement artistique, effectivement, il est très profondément. Son équivalent, je pense, va se trouver dans l'attention que je vais porter à l'arrangement et aux citations très implicites parfois et plutôt explicites à d'autres moments. Par exemple, dans ce disque, on peut retrouver une citation d'un prélude de Bach dans un arrangement de chœur dans Raider la Lune. Et donc ça, c'est une citation plutôt implicite puisqu'il y a une réécriture et c'est un passage très court. Et en même temps, il y a des citations explicites dans Pitch Out Flou, par exemple, où j'utilise un sample
d'une chanson qui s'appelle Leimo de Nicole Alziari, qui est une chanteuse, c'est un morceau qui date de la fin des années 70. Donc j'avais envie de faire des citations comme ça à la Novo Cançó, donc à ce mouvement musical qui a eu lieu à la fois en Catalogne et en Occitanie entre les années 60 et 80. Cette nouvelle chanson donc de gens qui se sont remis à écrire leur quotidien, dans tout ce que ça comporte de variété, on va dire, dans leur langue. Et moi, je m'inscris dans la filiation de ce mouvement, puisque, voilà, au contraire de gens qui ont peut-être choisi le bilinguisme ou qui ont choisi de chanter en occitan des chansons soit traditionnelles, soit de mettre en musique des poètes souvent décédés malheureusement, moi, je choisis d'écrire. Ce qui me préoccupe, ce qui m'interpelle, me touche, voilà, un créateur musical de studio. Moi, j'aime énormément fabriquer l'objet enregistré. Mais néanmoins, voilà, c'est aussi quelque chose qui est frustrant parce que il n'y a pas de retour direct, alors que le concert, pour le coup, il y a un échange humain qui est complètement différent forcément et qui est très intéressant. Sur ce projet spécifique, eh bien, on est sur une évolution encore sur la version live, puisqu'on a commencé avec une équipe de 5 musiciens et dont un batteur qui a arrêté. On est en train de revoir tout ça, de remonter le live et puis il y a eu aussi 2 ans pendant lesquels on n'a pas pu faire de concert quasiment, donc on en a fait quelques-uns cet été et c'était très enthousiasmant et ça m'a fait voir ma propre musique sous un autre angle, puisqu'on a réarrangé de toute façon les morceaux pour le live et le fait de les jouer en face de gens, ça donne envie de les interpréter différemment, de les réarranger une fois de plus en ayant fait les preuves réelles du retour du public. Et voilà, du coup, ça me met dans un chemin artistique nouveau qui est d'écrire pour le live. Mon premier album, je l'ai écrit pour le studio, je l'ai écrit pour me prouver que j'en étais capable, pour trouver ma musique aussi. Là, maintenant, j'ai envie d'écrire des albums des albums. J'ai envie d'écrire un deuxième album, mais dont les morceaux seront quand même, principalement, auront été écrits pour le live. Voilà. Voilà la nouveauté. J'espère que j'aurai répondu à vos questions qui ne m'ont pas forcément été posées. Mais j'espère que vous aurez la curiosité d'aller voir ce que je fais et puis que ça vous plaira. Voilà, merci.